Voilà, bonjour, donc bienvenue au 15e rencontre d'Espace Mars. Merci à toi Jean-Marie donc d'avoir accepté de contribuer à ces rencontres et tu vas nous parler donc tu vas intervenir sur un thème qui s'intitule Réhabiliter le travail. Voilà, bonjour. Donc, je suis souvent intervenu sur des questions proches de celles que je vais traiter aujourd'hui dans les rencontres précédentes, mais je l'avais fait les années passées sur la question de la valeur, qui est une de mes préoccupations les plus, les plus fébriles, je vais dire, depuis beaucoup d'années, dans la perspective d'articuler la question sociale à la question écologique. Mais les événements qu'on a vécus ces 2 ou 3 dernières années m'ont convaincu qu'il fallait continuer à revenir un peu en amont de la question de la valeur, qui est donc sous la valeur, le travail. Et d'autant que, comment on appuie là, comme ça, la suivante, voilà. D'autant que, oui, vous voyez rien là, c'est trop petit, bon, mais c'est pas grave. D'autant qu'on est dans un contexte tout à fait particulier, c'est-à-dire que vous le savez, le capitalisme néolibéral a inauguré une nouvelle façon de gérer la force de travail au début de sa phase et les politiques qui ont été menées ont fait en sorte que le travail est devenu la variable d'ajustement du système. Et dans un contexte où, vous le savez aussi, bon ça je ne le dis qu'en introduction, on a une évolution de la... Comment on a... Oui, est-ce qu'il est là? Voilà. On a une évolution de la productivité depuis 20 ans qui a tendance à voir sa croissance ralentie, que l'on mesure à l'échelle mondiale ou que l'on mesure pour les pays développés. Donc, vous voyez la tendance depuis un certain nombre d'années à la baisse de la croissance de la productivité du travail, qui sert donc de contexte à tout ce dont nous avons à traiter. Et je vais m'allumer mon machin là parce que j'ai besoin de le voir, c'est trop loin pour moi aussi. Et donc, un certain nombre de réformes complètement régressives ont été mises en œuvre, dont les plus emblématiques ces semaines dernières et ces mois derniers sont la réforme de l'assurance chômage à 2 étapes, vous le savez, l'une ayant diminué le montant des droits et l'autre ayant diminué, là tout récemment, la durée pendant laquelle ces droits sont versés. Pendant le même temps, on a des exonérations de cotisations sociales et un allègement de la fiscalité sur les plus riches, donc une fiscalité de moins en moins progressive à cause de l'abolition de l'ISF, de la diminution de l'impôt sur les sociétés, de la flat tax sur les impôts, en tant qu'impôt sur les revenus du capital. Et tout cela, donc, participant au fait que la question du travail revient de manière très forte, je crois, dans le débat public. Mais les contradictions sont devenues telles que... je perds constamment cette flèche-là. Les contradictions sont telles que on redécouvre la Lune en quelque sorte, et le Covid nous a fait redécouvrir la Lune parce qu'il paraît que maintenant on est sûr, il y a des travaux qui sont essentiels, comme si on ne le savait pas auparavant. Et puis, non seulement on redécouvre la Lune, mais on réatterrit puisque la Terre se trouve être considérée comme limitée. Donc les limites de la planète, plus les travaux essentiels, montrent bien qu'on est face à des contradictions qui méritent d'être approfondies, analysées de façon à ce que la réflexion à la fois théorique et politique puisse trouver un cheminement un peu plus prometteur. Alors, pardon, excusez-moi, il faut que je manipule ça et je ne comprends pas. J'ai besoin de... On avance là-dessus. On avance encore. Bon, je vais passer de ça parce que ça...
Bon, là, je vous mets ici une courbe qui montre sur un assez long terme la tendance à la diminution de la rentabilité du, de de profit donc dans l'économie française, mesurée par une étude qui vient d'être publiée dans la revue Relations internationales. Et donc, tout ce contexte, régression salariale, dans une situation où la productivité du travail progresse moins, rentabilité du capital qui peut-être est menacée, auxquelles s'ajoutent les limites planétaires, les limites écologiques de la planète, font qu'on a vraiment besoin de réfléchir à tout cela. Alors, d'ailleurs, vous le savez, le Conseil d'orientation des retraites, qui vient de rendre son rapport au mois de septembre dernier, il bâtit maintenant ses scénarios sur des dynamiques de progression de la productivité qui sont de plus en plus faibles. Aujourd'hui, l'ampleur du scénario bâti par le Conseil d'orientation des retraites s'échelonne entre 0,7% de croissance de la productivité en moyenne par an à 1,6, alors qu'auparavant, cette productivité était envisagée à des taux beaucoup plus élevés. Alors, pour réfléchir à la question du travail, partons, si vous voulez, de l'héritage que nous a légué l'économie politique et la critique qu'en a faite Marx. Bon, vous en souvenez peut-être, un des premiers philosophes des Lumières a bâti sa notion de droit naturel, du droit de propriété comme droit naturel, sur l'idée que la propriété de la terre était justifiée dès l'instant où on y effectuait un travail dessus. Dès l'instant où il y a un travail qui est accompli sur la terre, alors la propriété est justifiée. Le travail étant quelque chose de personnel et la propriété de sa propre personne étant la première des libertés, il en résulte le lien entre propriété et travail. Mais on sait que l'économie politique qui va suivre l'éclosion de cette philosophie des Lumières va fermer les yeux sur l'acte initial d'appropriation-expropriation. Par exemple, les colons qui débarquent du Portugal, d'Espagne et d'ailleurs en Amérique du Nord ou du Sud ou centrale, ils se mettent à travailler la terre, donc ils ont le droit d'expulser les populations d'origine. Donc, si l'économie politique ferme les yeux sur cet acte initial d'appropriation et d'expropriation, c'est parce qu'elle a devant elle l'éclosion d'une dynamique capitaliste dont elle va situer la source dans le travail, dans l'augmentation de sa productivité grâce à la division du travail, nous dit Adam Smith. Et telle est l'origine de la richesse des nations et donc de l'extension des échanges de marchandises, dont il faut bien mesurer la valeur d'échange qui ne peut résulter de la simple valeur d'usage et donc s'échafaude une esquisse de la théorie de la valeur fondée sur le travail qui trouvera son apogée et sa limite avec Ricardo. Et Marx va faire éclater ce paradigme. Et tout en conservant la dualité valeur d'usage et valeur d'échange, Marx va faire éclater ce paradigme sur plusieurs plans. Bon, d'abord, vous le savez, il n'y a pas de loi économique universelle, nous dit-il, mais pour autant, s'il n'y a pas de loi économique universelle, il y a quand même une double dimension du travail qui est à la fois d'ordre anthropologique, l'homme a besoin de travailler pour subvenir à ses besoins, mais ça se déroule tout dans un cadre socio-historique, et donc dans des rapports sociaux particuliers. Et donc cette dualité, on va la retrouver en permanence chez Marx. Et avec l'idée suivante, c'est que par son travail, l'être humain, non seulement il produit ses biens nécessaires à sa vie, mais en même temps, il se produit lui-même. Et là, il va entreprendre ce troisième volet de l'éclatement qu'il fait subir au paradigme de l'économie politique. Il va entreprendre une critique de ce qu'il appelle le fétichisme, c'est-à-dire la chosification, la réification des rapports sociaux qui entourent le travail et dont il fera découler le fétichisme, la marchandise, de l'argent, du capital, etc. Le travail, à ses yeux, n'est pas un simple facteur de production. Il ne connaît même pas ce terme-là, mais c'est un rapport social. Et donc, il invente ce concept clé
dans sa problématique le concept de force de travail qui permet de dévoiler l'exploitation de celle-ci. Le travail est vivant et parce qu'il est vivant, il noue ce qu'il a appelé le métabolisme avec la nature. Et bon, j'ai mis à l'écran, là, je ne sais pas si vous le voyez, si vos yeux sont performants, une petite citation de Marx sur cette question-là, et complétée par une citation d'un sociologue psychodynamicien du travail qui s'appelle Christophe Dejour, où il reprend ce concept de Marx, le travail vivant. Mais ce que je voudrais, ce vers quoi je voudrais aller, c'est au-delà de l'économie politique, voir un petit peu les problèmes que nous avons à affronter aujourd'hui. Bon, d'abord, il y a la question du télétravail que les nouvelles techniques permettent d'introduire dans l'organisation des entreprises. Et, sauf erreur de ma part ou mauvaise connaissance de ce qui se réfléchit là-dessus, c'est une totale inconnue. On ne sait pas trop encore quel rôle va avoir ce télétravail sur la productivité. Aujourd'hui, on dispose de très peu d'études mettant en lumière cette évolution possible de la productivité si le télétravail non pas se généralise, parce que ce n'est pas pour un jour prochain sans doute, mais dont la proportion augmenterait. Donc, on a peu d'éléments pour indiquer que la productivité évoluerait dans un sens ou dans l'autre. Par certains côtés, le télétravail permet d'allonger la journée de travail. Par un autre, donc, on pourrait en conclure que la productivité va augmenter encore un peu plus fortement qu'auparavant. Mais de notre côté, dans la mesure où le télétravail est en train de dissoudre ou d'affaiblir encore plus les liens sociaux, puisque le lieu du travail, le lieu commun de travail disparaît, donc c'est quand même une grande inconnue. Il y a aussi la question de la grande démission qui serait un phénomène marquant de la situation actuelle. Alors, on a donc des éléments qui nous viennent des États-Unis pour nous dire que le phénomène est d'ampleur. Un petit peu moins sans doute en Europe et en France, mais là aussi les choses sont un peu incertaines. Thomas Coutreau a diffusé ce document-là que je remets à l'écran sur le nombre de démissions et de démissions de CDI par trimestre en France depuis donc 2007. On voit que le nombre de démissions et notamment de ruptures conventionnelles n'est pas un phénomène qui porte le nombre de ces démissions à un niveau inédit, parce qu'on retrouve une ampleur qui est assez comparable à ceux qu'on avait connus à la fin de la décennie 2000, avant une chute de ces démissions consécutivement à la crise de ce moment-là. Mais ce qui est important dans le travail qui a été réalisé par nos statisticiens de la DARES, là, Thomas Coutreau et sa collègue Caroline Pérez, qui viennent de publier un livre sur le sens du travail, et ils expliquent bien qu'on doit avoir un regard très qualitatif plus que quantitatif sur ce phénomène. C'est-à-dire que il est vrai qu'on constate un nombre de démissions dans les 2 années qui viennent de s'écouler important, mais non pas au nom du refus du travail, disent-ils, en tant que tel, mais du refus du travail privé de sens. C'est ça, je crois, qui est le message le plus important de ce type d'enquêtes qui sont réalisées aujourd'hui. Je reviens un petit peu en arrière parce que ceci, c'était pour illustrer. Je vous invite aussi à réfléchir avec moi sur les représentations du travail qui sont véhiculées dans les médias, par les experts aussi. Et j'en veux pour preuve l'enquête qui a été réalisée pour la Fondation Jean Jaurès par l'IFOP sur le rapport des Français au travail. Et si vous avez entendu les commentaires sur ce sondage, cette enquête, les Français ont la flemme, les Français refusent le travail. Et je ne sais pas si vous avez entendu Dominique Seux sur France Inter dès que cette enquête a été publiée. Et donc, le propos était tellement ahurissant, selon moi, que je suis allé voir cette enquête. Et je vous montre au moins deux choses. Descendre un peu plus bas, voilà, ici, là. Voilà.
Voilà, alors bon, je vais vous commenter parce que vous ne le voyez pas sans doute. Donc, on demande aux Français, dans une liste de mots, voici une liste de mots, dites pour chacun d'eux s'il vous évoque quelque chose de plutôt positif ou de plutôt négatif. Donc, alors, pardon, reviens en arrière. Non, ça va. Non, pardon, ça va. Donc là, plutôt positif, 78% des Français, et répartis par tranche d'âge. Alors, 73 pour les plus jeunes, 72% de 25 à 34 ans, 77% pour 35-49, 50-64 ans, 77% pour les 50-64 ans et un peu plus, 87% pour les plus de 65 ans. Donc, je me suis dit, comment se fait-il que les si j'arrondis, c'est les 3/4 de la population française en âge de travailler, donc à partir de 18 ans, ont un rapport, le travail évoque pour eux quelque chose de positif. Et c'est traduit dans la presse, dans les médias, ah, les Français ont la flemme. Alors, je suis allé voir le tableau suivant sur la flemme. Alors, c'est le suivant. Ouais. Non, ça, c'est par catégorie. Descend. Oui, alors, pardon, je ne le vois plus. Non, ça sur le mot travail, sur le mot flemme. Voilà. Voilà. Le sentiment inspiré par certains mots, flemme, donc la même question. Alors, bon, vous ne le voyez pas, mais je vous donne le résultat. C'est pareil. Hein, plutôt positif, c'est très faible. Et plutôt, donc il y a 15% de Français qui voient le mot flemme de manière positive et 85% de manière négative. Et c'est traduit totalement à l'envers dans les médias. Donc, ça m'a turlupiné. Je me suis dit, bon, quelle est la représentation bourgeoise qui est véhiculée sur la question du travail dans la période actuelle où, justement, on réfléchit au sens du travail. Ça m'a tellement ahuri, donc que j'en ai fait une… Bon. Alors, pourquoi de telles représentations? Je pense qu'il faut aller à plusieurs endroits pour essayer d'y voir clair. Bon, d'abord, peut-être rappeler retourner aux origines de l'idéologie bourgeoise sur le travail. Bon, vous connaissez tous la thèse de Max Weber, un sociologue du début du XXe siècle, sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, reprenant sans doute les idées de la réforme à la charnière du Moyen-Âge, la Renaissance. Donc, vous vous souvenez que Luther, par exemple, théorisait que le travail est le seul moyen de réussir. Bon, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Et Calvin en rajoutait en disant qu'en cas de réussite, cette réussite est le signe qu'il y avait une prédestination divine sur vous pour aller au paradis, donc divine, au salut éternel. Et donc, je pense que cet imaginaire-là, qui a été véhiculé par l'historiographie ou bien par la sociologie, et donc repris véritablement par les idéologues de la classe dominante, n'ont pas totalement disparu. Pour reprendre une expression que employait Bernard tout à l'heure, quand cette idéologie est passée par là, on ne s'en remet peut-être pas. Bon. Je pense que face à cela, il y a une triple erreur, au moins une triple erreur, répandue au sein de la gauche, mais au sens large, toutes catégories confondues, et même qu'elle soit gauche d'ordre politique ou gauche d'ordre intellectuel, théorique. D'abord, il y a une erreur, je pense que théorique, c'est-à-dire qu'il y a je pense, la persistance de l'incompréhension de la double dimension du travail. Alors, je disais tout à l'heure, anthropologie, la double dimension anthropologique et socio-historique, mais il y a aussi une incompréhension de cette distinction que faisait Marx entre le travail concret, c'est-à-dire les actes quotidiens que les hommes font pour produire des choses dont ils ont besoin, et le travail rendu abstrait par la mécanique du marché capitaliste. Et il y a aussi une incompréhension du travail, de la double dimension du travail, qui est à la fois aliénation et à la fois potentiellement acte d'émancipation. Et donc, et je pense que dans les polémiques qu'il y a eu ces derniers temps, vous vous rappelez donc la polémique ahurissante entre Fabien Roussel et puis Sandrine Rousseau, qui a fait les gorges chaudes des médias également,
je pense qu'il y a un oubli ou une incompréhension du fait que le travail est aliénant. Et dans des rapports sociaux capitalistes, c'est l'aliénation. Bien sûr, c'est un contrat de subordination qui lie le salarié à son employeur. Mais comme le disent aussi les sociologues aujourd'hui, le capital ne peut jamais enlever à 100% en totalité cette capacité que les individus qui se retrouvent dans la même situation puissent construire autre chose. Et même dans l'acte du travail lui-même, malgré l'amoncellement de consignes et de procédures extrêmement tatillonnes et précises que l'encadrement peut donner aux travailleurs pour qu'ils exécutent une tâche, il y a toujours une part d'initiative et de liberté que prennent les travailleurs, ne serait-ce que pour accomplir efficacement et joliment leur travail. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose qui mériterait d'être repris, d'être approfondi. Il y a une erreur aussi au sein de la gauche politique, ça, bon, on en a souvent entendu parler, c'est le quasi-abandon des classes populaires qu'on n'ose même plus appeler prolétaires. Le prolétariat a disparu, vous le savez, donc c'est bien connu. Il reste des classes populaires encore, l'expression est encore employée, mais la gauche a fait, en tout cas pendant un certain temps, en tout cas la gauche du gouvernement, a fait comme s'il fallait uniquement se rabattre sur le soutien obtenu auprès des classes dites moyennes, dont on voit d'ailleurs dans le paysage de désolation que nous laisse le capitalisme néolibéral, que la situation quasiment de semi-privilégiée des classes dites moyennes est en train de s'effriter rapidement. Je pense qu'il y a également une erreur d'ordre stratégique. Alors peut-être c'est celle-là qui est plus directement opérationnelle, ou qui pourrait être plus opérationnelle si on y prenait garde, si on y prenait garde un peu mieux. C'est-à-dire que le fait qu'on n'arrive pas, en tout cas trop timidement, à articuler la transformation des rapports sociaux, c'est-à-dire les questions du travail et puis de tout ce qu'il y a autour, articuler cela avec la transformation de l'écologie, c'est-à-dire la fameuse transition écologique, à mon avis, ce piétinement ou cette hésitation, je me demande si ce n'était pas le signe de l'abandon de la perspective de sortir du capitalisme, puisque c'est le thème central de ces 15e journées d'Espace Marx. Je pense qu'il faut voir ce que signifie la question de cette articulation entre une perspective résolument sociale, c'est-à-dire qui non seulement vise à améliorer le pouvoir d'achat des classes populaires, parce que la prise en compte des classes populaires aujourd'hui passe uniquement par le truchement de l'amélioration du pouvoir d'achat, qui n'est pas amélioré d'ailleurs, mais le discours porte là-dessus. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se demander si, au-delà de cette revendication tout à fait légitime, indispensable pour les catégories les plus modestes et les plus exposées à la précarisation du travail et du non-travail, est-ce qu'il ne faudrait pas se demander s'il faut aller au-delà, c'est-à-dire se poser la question du sens et des finalités du travail. Alors, c'est ce que j'avais appelé, c'est cette articulation-là que j'avais traitée dans les 2 livres-là que j'avais publiés ces 2 dernières années, En finir avec le capitalovirus, et puis le trou noir du capitalisme, qui était paru un petit peu avant le premier Covid, mais auquel j'avais donné le sous-titre « Réhabiliter, pour ne pas être aspiré dans ce trou noir, réhabiliter le travail, justement, instituer les communs et socialiser la monnaie ». Alors, c'était le sous-titre de ce livre-là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça venait d'une inspiration un petit peu polanyienne. Vous savez que Karl Polanyi, cet anthropologue de l'entre-deux-guerres, avait écrit dans La Grande Transformation que si le travail, la terre et la monnaie étaient marchandisés, alors ça en serait fini de la société. Donc le tissu social s'effondrerait. Et donc, pour ne pas être aspiré dans ce maelstrom de la marchandisation généralisée des activités humaines, j'avais fait un contrepoint en quelque sorte de cette prémonition de Karl Polanyi pour dire que, alors, pour s'attaquer
à une véritable transition pour sortir du capitalisme, commençons par réhabiliter le travail, instituer les communs au lieu de marchandiser tout ce qui bouge sur la planète et voyons comment on pourrait socialiser la monnaie, donc ce troisième élément. Et alors, c'est pour ça que la question est importante, je crois, c'est que au mois de janvier, on va donc avoir à se battre sur la question de la réforme des retraites que Macron veut nous proposer. Et je pense que sur la question de la réhabilitation du travail, la réduction du temps de travail reste un point essentiel, un point même crucial. Et au cours du Covid, là, qui nous a maintenus chez nous de force quasiment, j'ai eu la curiosité de procéder à une comparaison des taux de chômage dans les pays de l'Union européenne et de la part des emplois à temps partiel. Et on constate que les pays qui ont un faible taux de chômage, comme l'Allemagne par exemple, ont un taux d'emploi à temps partiel plus élevé qu'ailleurs. Et à l'envers, comme par exemple en France, on a un taux de chômage plus élevé, mais une proportion d'emploi à temps partiel plus faible par rapport à l'Allemagne. Donc, il y a une coefficient de corrélation linéaire totalement intéressant à remarquer, qui est même très élevé, entre cette proportion du travail à temps partiel et le taux de chômage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les patronats européens pratiquent, sans le dire, une forme de réduction du temps de travail, mais qui est ciblée sur une partie de la population, c'est-à-dire sur la partie à qui on fait subir, c'est souvent aux femmes, vous le savez, à qui on fait subir du travail partiel, et fatalement, le taux de chômage, calculé officiellement, comme vous le savez, s'en trouve plus faible. Et au contraire, c'est l'inverse dans les pays qui ont un taux de chômage, une proportion de temps partiel plus faible, mais ils ont un taux de chômage élevé. Et donc, le fait de mettre en évidence cette importance que même aux yeux du patronat, la réduction du temps de travail peut avoir, moi, me conforte dans l'idée qu'il ne faut pas lâcher la question de la réduction du temps de travail comme alternative aux multiples réformes qui sont entreprises pour, d'une part, maintenir les gens au travail jusqu'à un âge de plus en plus élevé, alors que nous sommes dans une situation où il faut réfléchir de manière importante à la finalité du travail. Est-ce qu'il faut continuer de travailler toujours plus longtemps, toujours davantage, alors qu'on a une question écologique à prendre en compte, c'est-à-dire à développer des processus productifs qui ne soient plus fondés sur la recherche d'une croissance économique maximale, mais qui, au contraire, préféreraient mettre l'accent sur la qualité de cette production. Bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour montrer que la question de la réhabilitation du travail, alors quantitativement peut-être, mais surtout qualitativement, ne peut pas être séparée de la réflexion sur un autre mode de développement qui permettrait de sortir de l'accumulation du capital considéré comme potentiellement infini par les partisans du système capitaliste et qui malheureusement, et c'est sans doute là le problème culturel que nous avons à affronter, c'est que cet imaginaire que le bonheur, le bien-être et le progrès ne peuvent passer que par travailler toujours plus, produire toujours davantage et consommer davantage, nous oblige à regarder donc le monde d'une autre manière. Et je n'ai pas le temps de parler que cette urgence-là, elle ne concerne pas uniquement les travailleurs et les citoyens des pays riches comme les nôtres, mais à plus grande échelle encore, les travailleurs et les citoyens du monde entier. Merci Jean-Marie. Tu te rapproches? Ouais. Sur ce que tu dis, je peux dire tout. Oui. Sur ce que tu dis sur la qualité du travail et tout.
dans la fin de l'idéologie allemande, qu'est-ce qu'il dit Marx? Il dit le communisme, c'est le jour où le travail devient le premier besoin social de l'homme. Ça veut tout dire. C'est bien. Alors, il y a l'aspect social, c'est-à-dire la réunion avec d'autres, mais il y a aussi l'intérêt du travail. Fondamentalement. Je veux dire, c'est une démarche fondamentalement marxiste. Et parce que dire le travail, alors on va y revenir, parce que c'est un peu ce que je vais dire d'une certaine façon, pas de la même façon que toi. Quand on dit le mot travail, quand on prononce le mot travail, il y a travail aliénant et travail libérateur. Il peut être à la fois les deux d'ailleurs. C'est plus compliqué que ça. Mais voilà. Je dirais volontiers, maintenant je n'ai pas d'instrument de mesure pour étayer ce que je vais répondre. Je pense que le composé aliénation-émancipation, c'est un composé peut-être indépassable. Et que je pense que le travail restera un effort. Et donc, par ce côté-là, le composé me paraît… Alors, dans un composé, il peut y avoir des proportions variables, hein, bien sûr, mais je ne suis pas persuadé que cette fameuse prémonition de Marx, le matin je fabriquerai, l'après-midi je serai peintre, le soir je serai musicien, et puis comme ça, etc., etc. Je pense que derrière cette proposition à laquelle je pourrais adhérer sympathiquement immédiatement, elle est quand même fondée sur le mythe de l'abondance possible. Et donc, quand Marx dit ça, c'est parce qu'il pense au passage du règne de la nécessité au règne de la liberté. Et donc, il y a peut-être encore chez lui, à ce moment-là, dans cette page-là, il y a peut-être encore cette idée que, que le capitalisme va nous permettre d'atteindre ce stade où, effectivement, la rareté aura disparu, quoi, et qu'on sera dans une situation d'abondance. Je pense que le mythe de l'abondance est tombé et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui réfléchissent, même dans une perspective marxienne, à ces questions du mode de développement, ont plus ou moins abandonné, pour ne pas dire totalement abandonné, cette idée que bon, l'abondance est au coin de la rue, quoi, ou dans un laps de temps… Moi, je ne crois plus, je ne sais même pas si j'y ai cru un jour, mais je ne crois pas à cette promesse-là de l'abondance pour l'humanité entière, surtout que vous le savez, depuis le mois dernier, nous sommes 8 milliards, et puis dans 20 ans, 30 ans, on sera 10. Bon, donc, après, ça va diminuer, oui, mais bon, ça va diminuer. Ça veut… Oui, mais il est possible que la population mondiale connaisse une période de diminution dans le demi-siècle à venir. Mais ça ne veut pas dire que ça nous remettra en face de la perspective de l'abondance générale. Pardon ? C'est pas ça que j'entends. D'accord, oui, c'est ce que tu me disais qui m'a amené à réfléchir plus loin. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite… Michel, tu te rapproches, tu remplaces Yvan? Non, mais c'est pour qu'on puisse enregistrer. Oui, j'entends bien. Oui, merci Jean-Marie pour cet exposé. On partage la plupart des idées. Bon, est-ce qu'il faut discuter? C'est pas des réserves d'ailleurs, c'est plus des remarques pour prolonger éventuellement. Je suis parfaitement en accord avec l'idée d'un piétinement de l'articulation entre les rapports sociaux et l'écologie dans notre perception des choses. Et une application de ça, c'est, me semble-t-il, les limites de l'approche actuelle de l'écologie, y compris par un certain nombre de membres des mouvements écologistes, par rapport à la carence de la dimension sociale. Je prends un exemple, les inégalités entre
les émissions de gaz à effet de serre par les personnes selon que les gens ont un faible revenu ou un revenu élevé, c'est un problème assez fondamental. Les rapports sont très élevés entre les extrêmes. Certains, ceux du bas de l'échelle, sont très en dessous du seuil qu'il faudrait atteindre pour passer à la neutralité carbone, par exemple, et donc, a priori, ils ne sont pas tellement concernés par le problème, alors que une bonne partie, la partie la plus aisée, et ça va souvent assez loin dans les proportions, est très au-dessus. Et ne serait-ce que pour la question des efforts pour arriver à rendre notre terre vivable, il y a une question sociale à partir des statistiques, mais qui sont, me semble-t-il, rarement exposées alors que tout le monde peut en disposer. Ce n'est qu'un exemple. Donc, carence de l'approche sociale de l'écologie, ça me paraît malheureusement assez général. Alors, la question de la réhabilitation du travail, je partage encore une fois ta préoccupation. Ce que je pense, c'est que le problème qui se pose au sein de la gauche vient en partie de quelque chose de positif, c'est la perception par une partie des milieux progressistes depuis 30, 40, 50 ans des limites du productivisme. Limites du productivisme, limites corrélativement du consumérisme, etc., qui a marqué une partie de la gauche notamment industrialiste, pendant des décennies, voire un siècle et demi. Et donc, je crois que cette idée fondamentalement juste, au départ, a été amenée à balancer, de la part de ses promoteurs, à balancer finalement la référence au travail. Si on valorisait le travail, on risquait d'être qualifié de productiviste, industrialiste, etc., etc. Or, la dualité du travail que tu évoques, je suis absolument d'accord avec ça, simplement, pour noter qu'il peut y avoir une récupération conservatrice de la valorisation du travail, c'est-à-dire dans le sens de la valorisation de la quantité de travail. Travailler plus pour gagner plus, Sarkozy, d'une certaine manière, valoriser le travail, entre guillemets, au sens de maximiser la quantité de travail que nous devons fournir pour favoriser l'accumulation du capital, favoriser la croissance et favoriser la rentabilité. Donc, je crois dans la réhabilitation du travail, bien entendu, on est totalement d'accord, il faut absolument distinguer la réhabilitation à partir du sens du travail qu'on doit développer et la réhabilitation à partir de la maximisation de la quantité de travail pour favoriser l'accumulation du capital dans une perspective conservatrice. Je sais bien que tu connais cette distinction, simplement je voulais la rappeler, mais rappeler aussi peut-être d'une certaine manière la genèse du pourquoi au sein des milieux progressistes, il y a eu quand même depuis Illich, depuis Gorz, depuis en fait, tout ce que tu connais mieux que moi, cette mise en cause, mais qui a pu donner lieu effectivement à des propos qu'on a pu entendre au sein du milieu progressiste et qui font un peu sursauter, effectivement. Allez, une réponse rapide. Oui. Jean-Marie. Bon, merci Michel. Tous les problèmes que tu évoques, je les partage totalement. Mais comme j'écris des choses sur mon blog ailleurs, presque quotidiennement sur toutes ces questions-là, je n'ai pas voulu vous les infliger à nouveau parce que je les répète tellement. Mais tu as parfaitement raison de préciser qu'il y a une difficulté au sein de la mouvance écologiste, qu'elle soit politique ou associative, à faire le lien avec la question sociale. Et je pense que quelqu'un comme Gors, pour lequel on ne peut avoir qu'une profonde admiration, le deuxième Gors, le Gors qui faisait ses adieux au prolétariat, alors que dans la phase précédente, ça a été sans doute le premier à articuler les rapports sociaux et l'écologie. Et puis, dans la fin de sa vie, il a basculé dans les adieux au prolétariat, il a fit en avant, en quelque sorte, dans des thématiques comme le revenu d'existence, parce que le travail va aller disparaître, etc., etc. Et évidemment, je suis
j'ai maintenu justement l'idée que pour pouvoir réussir cette transition sociale et écologique, il fallait pas lâcher la question du travail sur tous les plans, qu'elle soit quantitative avec la durée du travail ou qu'elle soit qualitative pour le sens du travail. Alors, j'ai pas voulu non plus vous infliger ça. La semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai fait encore ma tribune, ma chronique dans Politis sur cette question-là, ce que j'ai intitulé « Sous le travail, valeur au singulier et au pluriel ». C'est-à-dire qu'il y a un retournement absolument astucieux de la part des classes dominantes et de la part des intellectuels dominants pour justement confondre le fait que le travail reste à l'origine la source première de la création de valeur au sens économique et qu'il ne fallait pas en conclure une adhésion au productivisme, comme tu l'as dit Michel, au contraire, puisque justement l'aspect réintroduction des finalités de la production, donc des finalités de l'activité, des finalités du travail, permettait justement de sortir de cette vision du productivisme. Je crois que, mais ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées dans le débat public. Que bon, peut-être, bon, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que j'écris sur mon blog, mais j'ai fait l'année dernière une critique sévère du dernier livre de Bruno Latour. C'est Bruno Latour qui est décédé là il n'y a pas très longtemps et qui a sorti un livre sur la nouvelle classe écologique qui mettait au rencard donc les anciennes classes dans son vocabulaire, qui n'avaient pas accompli la mission historique qui leur avait été dévolue. Et donc, il fallait qu'il y ait une classe écologique qui reprenne le flambeau. Bon, de mon point de vue, ça n'avait strictement aucun sens. Si on a une vision un peu dialectique des choses, il n'y a pas de classe sans vis-à-vis. Or, il n'y a pas de vis-à-vis dans la vision de ces nouveaux philosophes de l'écologie, puisque le capitalisme n'existe pas. Hein. J'ai eu une polémique aussi avec un jeune auteur là, qui fait que tous les médias s'arrachent maintenant, qui s'appelle Timothée Parry, qui est venu d'ailleurs à Bordeaux, et qui vient de sortir un livre sur la décroissance où l'erreur est de croire que c'est le PIB qui est l'indicateur phare du capitalisme, la boussole du capitalisme, alors que c'est le taux de profit. Alors, comme le capitalisme disparaît dans le propos, le taux de profit aussi, et donc il ne reste plus que à condamner donc le PIB bien sûr, mais aussi le plein emploi qui fatalement, comme le disait Michel, ne peut correspondre qu'à une situation où les préoccupations productivistes prennent le pas sur tout le reste. Bon, je suis tout à fait d'accord. Hein. Bon, tu m'as demandé d'être bref. Non, mais il n'y a voilà. pas de souci. Merci Jean-Marie. Voilà. Donc, on va prendre